Bonjour à toutes et tous et merci à Madame Malabou d'être en ligne avec nous. Je suis Catherine Feudry, attachée culturelle à l'ambassade de France et à l'Institut français de Serbie. J'espère que tout le monde comprend la traduction et j'espère que tout se passe bien pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un problème technique pour quiconque? Merci de le signaler dans ce cas. Nous sommes ravis donc d'ouvrir cette rencontre avec la philosophe Catherine Malabou, organisée par la maison d'édition FMK, qui est un de nos partenaires de longue date pour la publication d'essais et de la pensée française contemporaine. Ce sont des livres essentiels que nous considérons essentiels pour le dialogue entre la culture française et la culture serbe, et notamment dans le domaine évidemment de la pensée. Voilà, je vais vous laisser dialoguer. Je vais laisser la parole à Alexandra Prole, que je remercie encore de ce partenariat très très important que nous réalisons tous les ans et qui ne fait que grandir. Voilà, je vous laisse la parole et j'ai très hâte de connaître les échanges qui vont suivre. Merci. Merci beaucoup. Dobro večer svima ispred Fakulteta za medije i komunikacije i dobrodošli na razgovor sa Katrin Malabou povodom objavljivanja njene najnovije knjige Izbrisano uživanje, klitoris i mišljenje u prevodu Suzane Bojević. Knjiga je prevedena sa francuskog i ovo će biti prvi prevod u svetu. Knjiga će se pojaviti u maju u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije i Multimedijalnog instituta u Zagrebu uz podršku Francuskog instituta u Beogradu. Naša saradnja sa Katrin traje već nekoliko godina, tokom kojih smo uspeli da izdamo većinu njenih publikacija, a i da je 2018. ugostimo u Beogradu i Zagrebu. Neke knjige koje su objavljene u Beogradu, neke u Zagrebu, a neke su objavljene zajedničkim snagama. Šta da radimo s našim mozgom? Tu su knjige Šta da radimo s našim mozgom, Preobražaj inteligencije, Ontologija nezgode. Kao što se vidi iz integrantnih naslova njenih knjiga, misao Katrin Malabou, jedna od najznačajnijih filozofkinja danas, kreće se između filozofije, psihoanalize i neuronauka sa posebnim osvrtom na koncepte i razlike unutar feminizma. Ona predaje filozofiju u Centru za istraživanje moderne evropske filozofije na Univerzitetu Kingston u Londonu i na Kalifornijskom univerzitetu u Irvineju. Danas ćemo sa Katrin razgovarati o jedinom organu u ljudskom telu koje postoji radi uživanja. U razgovoru će učestvovati Petar Mirat, filozof, i Predrag Šarčević, antropolog. Sad malo tehničkih stvari. Razgovor će biti održan na francuskom i srpsko-hrvatskom uz simultani prevod. Ako pratite putem Zoom linka, potrebno je da u donjem menju baru izaberete opciju, kliknete na dugme interpretation i izaberete željeni jezik. Tog će na Facebook live-u biti prenošen razgovor sa prevodom na srpski. Ukoliko budete imali nekih pitanja, možete ih slati ovde u Zoom na chat ili na Facebook stranicu FMK knjige i Mama Zagreb. Uživajte u razgovoru i Petre. Da, dobro večer i pozdravi iz mame u Zagrebu. Jako mi je drago da barem ovim putem možemo ponovo komunicirati sa Katrin Malabou. Jedna mala napomena koja nas čini jako ponosnima. Ovo je već druga knjiga, slučaj da mi objavljujemo prvi prevod neke od Katrininih knjiga na strane jezike. Tako je bilo prije skoro pa 3 godine, knjiga Metamorfoze inteligencije, evo i sada sa ovom knjigom. Tako da evo, sretan sam da smo ponovo uspjeli u tome. Možda kratka nekakav, ja ću pokušati uvodno nešto kratko reći o ovome kontekstu ove knjige ili postaviti Katrin pitanje oko konteksta nastanka ove knjige. Napomenuo bi da ono što je naša publika, znači u Srbiji i u Hrvatskoj, to jest na srpsko-hrvatskome, da je ona sa glavnim konceptom Katrinine filozofije, a to je plastičnost, da je naša publika prije svega upoznata sa tim konceptom, sa knjigama koje bi ja nazvao fiziološkima, to jest knjigama koje se bave organom ili jednim određenim organom.
Nažalost, još uvijek glavna djela za Katrin, glavna njezina filozofska djela, to je prije svega knjiga Budućnost Hegela i druga knjiga nedavnija koja se zove Prije sutra, Avant demain, o epigenetici, još uvijek čekaju na prevod ili na naše objavljivanje. Ali ove knjige koje smo zajednički u Beogradu i Zagrebu objavili, ponovo one su, ja bih ih nazvao fiziološkima. Prije svega se to odnosi na organ mozga. I ono što bi mene zapravo sad možda zanimalo, jedno uvodno pitanje što se knjige koja je povod našega večerašnjega razgovora, a to je knjiga Izbrisano uživanje tiče, gdje Katrin o vezi između mozga i klitorisa govori negdje tek pred sam kraj. Ja bih možda malo preokrenuo taj redoslijed pa da pitam Katrin, s obzirom na taj njezin centralni pojam plastičnosti s kojim se do sad uglavnom bavila preko organa mozga, da može recimo komparirati ili dati nekakvu analogiju ili reći zašto je otprilike sad počeo zanimati jedan drugi organ, a to je klitoris. Merci beaucoup de cette question. Je voudrais d'abord commencer par dire que je remercie beaucoup l'Institut français de cette invitation. Je remercie mes amis de MAMA, je remercie les éditeurs, les traducteurs. Cette collaboration, pour moi, est extrêmement importante et effectivement, comme Pétard vient de le rappeler, elle dure depuis des années et c'est vraiment pour moi une fierté. Donc, merci beaucoup. Alors, pour répondre à cette question, je ne peux pas, en fait, expliquer vraiment pourquoi, tout d'un coup, je me suis intéressée au clitoris, c'est-à-dire pourquoi je l'ai fait après le cerveau. Je dirais que la philosophie, pour moi, est une manière de faire apparaître des sujets qui n'ont pas été pensés, qui sont restés dans l'ombre. Jusqu'à présent, je l'ai fait pour des concepts, je l'ai fait pour des auteurs, comme par exemple Hegel. Voilà, j'ai essayé de faire apparaître des choses qui n'avaient pas été pensées ou qui avaient été mal mises en lumière, mais je ne m'étais jamais intéressée à des parties du corps. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à cela il y a à peu près une quinzaine d'années. J'ai décidé de mettre en lumière d'abord le cerveau et ensuite le clitoris dans cette même démarche de faire exister des éléments du réel, en fait, qui n'avaient pas été mis en lumière. Et donc, encore une fois, ce qui est nouveau pour moi, c'est de le faire avec des parties du corps. Le lien entre les deux est que, dans les deux cas, il s'agit étrangement d'organes invisibles. Le cerveau, pourtant, est devenu visible grâce à l'imagerie numérique. Moi, je ne peux pas voir mon propre cerveau, mais il est possible de le voir à l'imagerie et on sait qu'aujourd'hui, les techniques sont très sophistiquées. Quant au clitoris, il est évidemment visible on va dire à l'œil nu, et pourtant ce sont deux organes qui demeurent invisibles dans leur fonction. Le cerveau est encore pensé comme entièrement un lieu de réflexe, un lieu de réaction mécanique, un lieu où se passent des processus chimiques, électriques, mais sans possibilité de représentation symbolique. Quant au clitoris, certes, il existe à l'œil nu, mais il n'existe dans les manuels scolaires que depuis très récemment. Sa fonction, qui est une fonction plaisir, n'est pas toujours reconnue et lorsqu'elle l'est, elle est parfois mutilée, comme on sait avec l'excision. Et donc, il m'a semblé intéressant de mettre en rapport le cerveau et le clitoris à cause de cette double invisibilité et aussi parce que ce sont deux organes qui communiquent, puisque comme on sait, le plaisir érotique passe, on sait ça aujourd'hui, beaucoup par le cerveau. Donc voilà, j'ai voulu mettre en lumière une double correspondance de plaisir, plaisir physique avec le clitoris et plaisir de sérotonine avec le cerveau, et aussi une correspondance d'invisibilité. Hvala, Katrin. Jedno malo kratko potpitanje. Kada si počela raditi na materijalu, tj. na pisanju ove knjige, koja je, da tako sad kažemo, ljudima koji su tu prisutni, koja je otprilike jedan kratki historijat filozofije prije 20. stoljeća. Znači, kada si počela raditi na tom materijalu, kada si
pisala ovu knjigu? Oui, oui, oui. Alors, c'est venu de façon, comme je le dis, complètement par hasard. Dans la mesure où je travaille donc sur la plasticité, comme Peter l'a rappelé, je travaille donc sur la malléabilité du corps et en particulier sur la malléabilité de l'esprit aussi, mais en particulier sur la fluidité du genre, bon, la plasticité du genre. Et un jour, un étudiant à moi, c'était en Angleterre il y a à peu près 5 ans, me dit « Mais vous n'avez jamais parlé du clitoris. Vous n'avez jamais parlé de ce que représentait pour la question du genre le clitoris. Vous avez parlé du phallus, et c'est vrai que j'ai, dans Changer de différence, j'avais beaucoup parlé de la phallocratie, du phallogocentrisme, etc., comme dit Derrida, mais je n'avais jamais parlé du clitoris. Et cet étudiant me dit, mais pourquoi vous n'en parlez pas? Et sur le coup, j'étais choquée, je me dis, mais je pourrais jamais, j'oserais jamais, etc. Mais c'est une idée qui a fait son chemin. Et à partir de là, donc ça fait à peu près 5 ans, j'ai commencé à lire des choses. Déjà, à me renseigner sur ce qu'était un clitoris, exactement, c'est-à-dire son anatomie, comment il fonctionnait, de quoi il était composé. Donc j'ai appris qu'il était très immervé et très vascularisé, une toute petite partie seulement était visible, hein, tout le reste est invisible. Donc j'ai commencé à me renseigner sur l'anatomie et puis sur le nom aussi, d'où venait ce nom clitoris, qu'est-ce que ça signifiait, et ensuite bien sûr tous les textes que j'ai pu trouver, en particulier la psychanalyse et le féminisme. Donc ça a commencé comme ça. Hvala. Peđa, evo, uključi se, molim te. Evo ovako, pre svega dobro večer. Katrin posebno. Ja sam sasvim slučajno po prirodi 2 svoja posla. Jedan je posao antropologa koji se zanima koji se istraživački interesuje za femene, transrodnosti i interseksa s jedne strane, a s druge strane kao urednik jednog radijskog programa koji se bavi teorijskim mišljenjem. Sasvim slučajno, neposredno pre nego što mi je do ruku došla knjiga Catherine Malabou Izbrisano uživanje, za potrebe svog programa iz ličnog interesovanja naručio prevod teksta Sylvie Chaperon, koju i vi pominjete u svojoj bibliografiji, koji se završava otprilike rečima da je istorija klitorisa itekako uzbudljiva. Koliko je ona zaista uzbudljiva, ja sam shvatio tek nakon što sam pročitao knjigu Catherine Malabou, koja se veoma, veoma razlikuje od jednog jednostavnog historiografskog pregleda koji je dala profesorka Chaperon, koji se veoma razlikuje recimo od radova jedne od najpoznatijih lekarki koje se sa biomedicinskog i fiziološkog stanovišta bave ovim pitanjima, to je Helen O'Connor. I shvatio sam zapravo da ovo iz knjige Catherine Malabou, da je ovo neka vrsta, ja bih rekao, teksta koji prevazilazi i samu filozofiju, uprkos tome što se vi zaklanjate iza pozivanja filozofa. I pre mi je palo na pamet da nešto s čim sam se ja ranije samo šalio, kao sa disciplinarnom mogućnošću, da je ovo zapravo neka vrsta humanističke prolegomene za stvaranje jedne discipline koja bi mogla sasvim komotno da se nazove kulturnom ginekologijom i koja bi, za razliku od kulturne antropologije, a ja jesam kulturni antropolog, mnogo ispravniji i adekvatniji način, budući da ima vrlo određen krug bića na koja se odnosi. Naime, iza imena antropologija skriva se tokom više decenija, sad već možemo reći i vekova, istorija, odnosno nauka o muškarcu, gde je iza njegovog lika i iza tog antropos zapravo univerzalizovano.
ljudsko biće bez rodnog određenja, a da se s druge strane ono što se smatra naukom o ženi, ginekologija, odnosi isključivo, sad vidimo čak ne ni na ženske polne organe, već isključivo na reproduktivne organe u skladu sa višegodišnjom, odnosno višedecenijskom, odnosno viševekovnom paradigmom. Otuda je meni čitanje ove knjige predstavljalo ne samo izuzetno zadovoljstvo, zato što je fantastično napisana, sa mnogo i književnog talenta, a ne samo filozofskog dara. Mogu da budem veoma zadovoljan jer imam i lične veze sa prevoditeljkom na srpski, a pročitao sam prvo poglavlje koje je negde objavljeno na nekom od ruskih sajtova i ruskog prevoda i ako nije gotov i ako već nije objavljeno, kad bude objavljeno, bit će takođe pravo zadovoljstvo čitati ga jer je odlično. Žao mi je što ne mogu da pomenem prevoditeljku jer ima veoma komplikovano prezime koje nisam zapamtio. Dakle, moje pitanje bi se s jedne strane odnosilo upravo na vašu improvizaciju, elaboracije ovog pojma. Da li vidite zaista ne samo u vezi sa ovom temom, već sa svim onim što ste vi pomenuli u knjizi, zaista mogućnost da se jedna rodno osvešćena humanistika rekonceptualizuje kao kulturna ginekologija. A također bih voleo i da postavim pitanje, naime, koliko god se trudio da neke stvari razume, meni do kraja ostaje malčice nejasno da li je klitoris za vas organ mišljenja ili je to organ koji je dobar za mišljenje, odnosno u onom Levi-Straussovskom smislu bon à penser. To nekako nisam shvatio od početka do kraja čitanja vaše knjige. Za sada toliko. Je vous remercie beaucoup d'abord de votre commentaire très généreux. Je suis très intéressée par votre idée de gynécologie culturelle. C'est une idée très intéressante qu'il faudrait élargir. Vous avez raison de dire que jusqu'à présent, la gynécologie ne s'était intéressée qu'aux organes de reproduction. C'est tout à fait vrai. Et en particulier, je pense à cet instrument, le spéculum, qui a été inventé à peu près au début du 19e siècle, qui est un outil de pénétration avec lequel on écarte comme ça le vagin pour regarder à l'intérieur de la femme. Mais on n'a jamais, en gynécologie, envisagé d'examiner le clitoris des femmes à aucun moment. Donc, effectivement, s'il y avait une gynécologie culturelle, il faudrait qu'elle s'élargisse considérablement pour constituer une science, et il faudrait aussi qu'elle détermine son objet. Parce que qu'est-ce que ce serait qu'une gynécologie du clitoris? Il faudrait aussi, je pense, qu'elle soit une psychologie, une psychanalyse, il faudrait qu'elle soit une discipline à la croisée d'autres disciplines. Alors maintenant, j'ai trouvé aussi très intéressante votre question, est-ce que le clitoris est un objet de pensée ou au fond, est-ce que c'est un sujet qui pense? Et vous avez raison que dans ce livre, j'ai pratiqué l'inversion entre les deux. C'est-à-dire au début, je l'ai pris comme un objet de pensée, c'était comme quelque chose qui n'avait jamais été pensé, et donc il fallait le constituer en un objet. Mais dans le cheminement, j'ai inversé mon propre parcours et effectivement, j'ai compris, en fait, j'ai ressenti, entre compris et ressenti, que ce qui avait écrit ce livre en moi, c'était le clitoris. C'est-à-dire quelque chose qui n'avait jamais eu la parole, qui n'avait jamais eu le droit de parler. Et le droit de parler en philosophie. Et c'est là que j'ai réalisé que les philosophes masculins, que je lisais beaucoup, qui ont beaucoup parlé pourtant des femmes, du féminisme, etc., n'ont jamais mentionné le clitoris. Et je me suis dit que peut-être il y avait une façon de penser en philosophie qui pouvait être une façon de penser clitoridienne. Et donc vous avez tout à fait raison, j'ai inversé le statut du clitoris
d'objet en sujet. Je voudrais ajouter que la question fondamentale qui traverse ce livre, c'est de savoir si le clitoris doit être réservé seulement aux femmes. Parce qu'il y a un risque, en disant cela, de faire ce qu'on appelle de l'essentialisme et d'assimiler la femme à une nature féminine. Et ça n'est pas mon point de vue. Je pense que, même si je parle de pensée clitoridienne, etc., il faut élargir le concept de clitoris et même l'organe de clitoris à d'autres sujets que les femmes. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir effectivement une pensée clitoridienne. En effet. Petre, molim te, uključi mikrofon. Pardon. Pitanje koje se nastavlja na ovo što ste sada elaborirali. U onoj mjeri, znači s jedne strane izbrisano uživanje je knjiga koja govori o tome kako je klitoris kao organ nije bila tema, ili ako je bila tema, onda ne dovoljno dobro u povijesti filozofije ili povijesti kulture. I sa te strane to su naravno onda prije svega muški filozofi i muški intelektualci koji brišu ili negiraju ili poriču egzistenciju klitorisa, ili iako ne poriču, onda falsificiraju ili mistificiraju. To je sa jedne strane, znači to je intervencija na neki način da se to nešto što je zaboravljeno ili nešto što je nevidljivo da se dovede na svjetlo. Ali ono sa druge strane čini mi se da je ova knjiga također jedna kritička intervencija u jednom dosta teškom ili važnom trenutku i za sam feminizam, u kojemu je posljednjih godina sa sve većim značajem takozvanog transfeminizma i transpokreta, ova knjiga također ima zadatak da u ovom trenutku kada se čini da to jedno pitanje fluidnosti roda, da ono na neki način, ako iz toga pitanja gledamo povijest feminizma, da danas se jako često dosta toga iz feminističke tradicije zapravo uzima već kao nešto što je negativno, da ova knjiga na neki način poziv na jednu širu perspektivu u kojoj poziciji je onda autorica kao što je Simone de Beauvoir ili Lucie Regaré, između ostalih, da ih se ponovo čita i da ih se, s obzirom na ono što se možda danas čini zastarjelim ili problematičnim, da se ipak kaže ne, tu je postala intencija da se odgovori na ova pitanja koje nas i danas presiraju. Pa moje možda pitanje koje je danas doslovce politički ili intelektualno političko pitanje, taj odnos o kojemu jednim dijelom i vi u jednoj fusnoti ove knjige govorite, taj težak odnos između radikalnog feminizma, kako jednim dijelom i sebe nazivate, i transfeminizma. Kako stojite po tomu pitanju? Oui, merci beaucoup. C'est une question très importante. Donc, effectivement, on a vu ces dernières années se durcir. Bon, le féminisme est quelque chose de très, très vaste et évidemment, il y a de multiples courants. Mais on peut effectivement se référer à ce durcissement entre, d'une part, le féminisme radical et de l'autre, le transféminisme. Le féminisme radical qui considère que les transgenres ou la transsexualité, comme on disait avant, sont un mouvement réactif, réactionnaire par rapport au féminisme, puisque, au fond, une femme qui devient un homme va nier sa féminité, va nier précisément le sujet femme. Donc, changer de genre sur le plan physique, hein, ça inclut la chirurgie, les hormones, etc., est considéré
par certaines féministes radicales, comme par exemple Frederici, Silvia Frederici, est considérée comme une trahison par rapport au féminisme. Puisque quand on est une femme, eh bien, on occupe un espace politique particulier. Et si on le quitte pour devenir un homme, eh bien, d'une certaine façon, encore une fois, on trahit la subjectivité politique féminine. De l'autre côté, du côté du transféminisme, et transféminisme est une appellation que les représentantes de ce mouvement veulent substituer au mot féminisme, et je pense par exemple à Paul Preciado. Le transféminisme est un mouvement qui n'inclut la femme qu'à titre d'une possibilité parmi d'autres. C'est-à-dire que la femme devient un sujet, donc parmi d'autres, et aussi un sujet débiologisé, qui inclut effectivement aussi les male to female, transgenders, ou bien au contraire les female to male, et ne réduit pas le féminisme à la femme. Donc on est dans ces deux mouvements, et le premier, le féminisme radical, est souvent considéré les féministes radicales sont souvent considérées comme des TERF en anglais, qui signifie contre les trans. Écoutez, moi, personnellement, je ne partage absolument pas le point de vue des féministes radicales, dans la mesure où j'ai essayé de montrer que ça n'est pas parce que je parle du clitoris que je le réserve à la femme. Je crois que le clitoris est aussi un organe politique qu'on peut avoir par rapport à la sexualité, par rapport au genre, un rapport clitoridien, c'est-à-dire non dominateur, et qu'en ce sens, il peut exister une sexualité clitoridienne masculine, il peut exister une sexualité clitoridienne transgenre, etc. Donc pour moi, le clitoris n'est pas la marque spécifique de la femme. Donc ça, très clairement, tous ces mouvements anti-trans me sont totalement étrangers. En revanche, du côté du transféminisme, je revendique malgré tout, même si je suis plutôt d'accord avec ses représentants, je considère malgré tout que la femme représente quelque chose, que je garderai du féminisme radical l'idée qu'il existe une violence spécifique qui est faite aux femmes. Et dans mon livre, plutôt que de parler de femmes, je parle du féminin, le féminin qui désignerait tout de même d'abord les femmes qui ne sont pas trans et qui, malgré tout, ne sont pas anti-trans non plus, ce qui est mon cas, et d'autre part, une certaine forme d'exposition à la violence, d'exposition à la domination, qui a sa spécificité. Le féminicide est quelque chose qui existe pour moi. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Donc, ce n'est pas que je me situe entre les deux mouvements, je suis beaucoup plus du côté du transféminisme, mais avec la réserve toutefois de ne pas écraser, de ne pas nier ce que j'appelle le féminin. Okay. Ima jedno pitanje koje mi se čini, kad smo sad govorili da ova knjiga ponovo svojevrsna i to vrlo suvremena intervencija u jedno polje koje je konfrontacije. Čini mi se da je također interesantno, a to je nešto što si, ako se ne varam, već prije otprilike godinu dana ili zadnjih 2 godine najavljivala da pišeš ili da radiš na anarhizmu. I da je to jedan siže koji te počeo interesirati i o kojemu smo pisala. Mi smo prošle godine tokom prvoga lockdowna u Zagrebu smo preveli tvoj tekst o uzajamnoj pomoći, o Kropotkinu i Peteru Singeru. Ova nova knjiga također završava sa anarhizmom. Zanima me prije nego što dođeš na specifičnije na poveznicu ili vezu između klitorisa i anarhizma, kako je vidiš, da možda kažeš zapravo nešto malo o anarhizmu kao nečemu što te zanima, generalno kao filozofsko i onda i filozofsko-političko pitanje.
Je m'intéresse, oui. Bon, alors, le livre sur le clitoris est une petite parenthèse, en fait, dans ce projet plus large qui s'appelle Philosophie et anarchisme, que je suis en train d'écrire en ce moment, qui est beaucoup plus long. Bon, je ne suis pas loin de le finir quand même, hein, mais bon, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus considérable. Je m'intéresse dans ce livre à plusieurs choses. La première chose, c'est pourquoi la philosophie contemporaine, les philosophes contemporains se reconnaissent beaucoup plus comme marxistes, beaucoup plus souvent comme marxistes que comme anarchistes, et pourquoi ce mépris pour l'anarchisme qui continue à exister de manière très nette chez les philosophes. Par exemple, on ne trouve dans la philosophie contemporaine aucune grande lecture des textes anarchistes, on trouve aucune lecture de Proudhon, aucune lecture de Kropotkin. Ils n'ont pas, les penseurs anarchistes, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, n'ont jamais inspiré de réflexions philosophiques comme Marx a pu le faire, ou même Tocqueville, ou n'importe quel penseur politique, hein, ou Carl Schmitt. Bon, les anarchistes sont restés complètement dans le silence et traités avec un certain mépris. Et je me suis demandé pourquoi, dans la mesure où une telle position me paraît complètement contradictoire avec la déconstruction, avec la critique foucaldienne, avec la pensée de Rancière qui pourtant flirte avec l'anarchie. Hein. Et j'ai découvert que la situation était d'autant plus paradoxale que certains philosophes, Derrida, Foucault, Agamben, Rancière, Schurman, etc., avaient tous des concepts d'anarchie très importants dans leurs œuvres, mais qu'ils ne faisaient jamais le lien entre l'anarchie et l'anarchisme politique. Ils refusaient, plus exactement, de se déclarer anarchistes et de faire le lien avec l'anarchisme politique. Donc, de la même manière que le clitoris m'était apparu comme un impensé, l'anarchisme m'est apparu comme l'impensé de la philosophie contemporaine, l'impensé politique de la philosophie contemporaine, et j'ai voulu comprendre pourquoi et expliquer pourquoi. Le lien entre les deux livres, c'est que, au fond, si on voulait résumer l'idée principale de l'anarchisme, hein, c'est qu'il existe un problème du pouvoir qui ne se réduit pas uniquement à l'exploitation économique. C'est d'ailleurs ce que les marxistes leur ont reproché aux anarchistes, mais bon, les anarchistes maintiennent qu'il y a un problème du pouvoir qui ne se réduit pas à l'exploitation économique et qu'on peut appeler la domination. La domination qui peut avoir lieu dans les plus petits espaces de la vie. Le mari sur la femme, le professeur sur les élèves entre eux, etc. Toutes les conduites de domination sont les objets privilégiés de la pensée anarchiste. Et donc, il m'a paru intéressant d'interroger le silence de la philosophie par rapport à l'anarchisme et de réengager peut-être une question philosophique de la domination, qui me paraît aujourd'hui aussi importante que la question de la critique du capitalisme. L'un ne va pas sans l'autre, mais encore faut-il que la domination joue un rôle et reprenne sa place. Voilà. I sad ću te zamoliti, sad kad se kazalo generalno pitanje oko tvoga interesa za anarhizam, da možda onda specifičnije kažeš taj organ, mislim, ti na kraju knjige govoriš o klitorisu kao anarhičnom organu. Koja bi nam to bila veza između teme klitorisa i anarhije malo specifičnije? Alors, c'est pas un organe anarchique, c'est un organe anarchiste. Parce qu'un organe anarchique voudrait dire désordonné et désorganisé. C'est ça qui est très intéressant dans l'histoire, c'est la différence en fait entre anarchique et anarchiste, une différence qu'on ne fait pas toujours. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce terme pour parler du clitoris? Eh bien parce que c'est un organe qu'on ne peut pas gouverner. Pour les anarchistes, la domination, elle passe par le gouvernement. Le gouvernement, encore une fois, n'est pas seulement l'institution politique. Hein. Le gouvernement, c'est tout ce qui engage les abus de pouvoir. Et le clitoris ne peut pas être gouverné. Il n'est pas obéissant. Il n'est pas obéissant, il a sa propre logique, il a son propre fonctionnement et il résiste en fait à la pénétration, disons, à la sexualité normative.
Donc, il m'a paru intéressant de développer cette idée d'un organe non gouverné, ingouvernable, non gouvernable plus exactement. Alors, bien sûr, il est non gouvernable, mais on peut quand même le dominer. La preuve en est, toutes les mutilations sexuelles, et aussi l'ignorance dans laquelle sont la plupart des gens de son existence. Donc, je vais définir la domination comme l'acte d'opprimer ce qui ne peut pas être gouverné. Voilà. Et en ce sens, il m'a paru qu'on pouvait faire du clitoris peut-être le sujet anarchiste. Hein. Il faudra peut-être aussi se demander si, au fond, le lien entre clitoris et anarchie n'est pas encore plus fort que ce que j'avais dit dans le livre. Si au fond, l'anarchisme n'a pas quelque chose d'une politique, on va dire, clitoridienne, en tant que théorie de la non-domination. Hvala. Peđa, izvoli. Ja bih se samo za trenutak vratio na onaj prethodni segment razgovora o feminizmu i transfeminizmu, odnosno transrodnosti. I pitao bih vas, budući da se u transrodnosti, odnosno u transseksualnosti, ovoj iz smera u muškog ka ženskom, pojavljuje zapravo jedan artificijelni klitoris, koji je veoma, veoma verodostojan, koji se može napraviti hirurški na nekoliko načina, zahvaljujući između ostalog i istovetnoj strukturi ta naša dva organa. Ali u tome možda vidite u neoklitorisu, kako ga hirurzi nazivaju, ili artificijelnom klitorisu, da li vidite još nekakav posticaj? Sasvim je očigledno da su falus i klitoris međusobno zamenljivi, da se od jednog može napraviti drugo, da to veoma uspešno funkcioniše u svakom pogledu. Neoklitoris je, tako bar tvrde, gotovo isto toliko i osetljiv kao i ovaj koji vam je od prirode dat. Ali s druge strane, meni to liči na jednu simboliku gde ga falus ponovo, simbolički falus, gde ga ponovo poništava i gde ga zapravo, uprkos tome, znači što ste u stanju da ga materializujete od nečega, odnosno da nekadašnji penis transformišete u neoklitoris, i dalje ostaje taj problem dominacije falusa. Dakle, misao i dalje ne postaje klitoralna, odnosno ona čak i u ovim krugovima o kojima govorimo i za koje smo se složili, da su sada progresivni u odnosu na neke druge, da je recimo transfeminizam progresivniji u odnosu na takozvani TERF feminizam, da zapravo mi ne poništavamo dominaciju falusa i time potvrđujemo ponovo upravo ono što ste vi govorili, da onog časa kad se pomoli, kad se obelodani klitoris nekim volšebnim čarobnim štapićem, u ovom slučaju falusnim štapićem, ponovo biva prikriven i udaljen i iz našeg mišljenja i iz našeg života. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par la fin de votre question. En fait, les transféministes développent ce concept de non-binarité. Les trans ne seraient, en fait, même s'ils changent de sexe anatomique, ne seraient ni homme ni femme. Donc, vous avez raison, il y a des clitoris artificiels, il y a des pénis artificiels, etc. Mais pour les transféministes, il y a la création d'un individu, d'un sujet qui certes a des marques anatomiques, mais qui ne se reconnaît ni comme homme, ni comme femme. Et ce nouveau thème de la non-binarité devient de plus en plus important chez les trans, au point qu'aux États-Unis, par exemple, beaucoup refusent de se faire appeler par les pronoms personnels, il ou elle, et l'anglais a ce pronom qui est they, et moi j'ai des étudiants qui me demandent de les appeler they.
how are they today? What do they think? Parce que they respectent la multiplicité et en même temps ne la spécifient pas. C'est une multiplicité qui n'est pas binaire. Donc déjà, je pense que cette non-binarité rend difficile de revenir aux vieilles catégories. Est-ce que, au fond, on est encore sous la domination du phallus, etc. Je pense quand même que le transféminisme essaye de sortir de ça. Maintenant, il est vrai, et vous avez raison, que dans certains textes transféministes, il reste malgré tout l'idée que le clitoris est le concentré d'énergie du corps et que donc le clitoris a une fonction de puissance dans le corps. Et donc, vous avez raison, je me demande si parfois, il n'y a pas quand même l'assimilation du clitoris à un pénis qui, au fond, donnerait du pouvoir, d'une certaine façon, à celui qui en est le porteur. Donc, je pense que si on veut respecter la non-binarité, qui me paraît être une idée très intéressante, il faut faire attention à ne pas reconstituer par derrière un nouveau phallocentrisme. Hein. Ça, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui des individus non-binaires, totalement non-binaires, ou est-ce qu'on n'a pas derrière ça une reconstitution d'une nouvelle forme de masculinité? Peđa, hoćeš ti nastaviti ili? Ja ću samo kratko, pošto danas je sasvim očigledno da, za razliku od pre samo 40 godina, transrodne ili transseksualne osobe su... Da li je klitoris za vas? Da li je klitoris za vas? Čuo sam nešto, ali ne razumem šta neko kaže. Da li je klitoris i to je to. Hteo sam da kažem da danas u svetu transrodnih osoba, odnosno vrlo konkretno transseksualnih osoba, postoje ljudi za početak u svim oblastima koji su veoma, veoma uspešni i etablirani u svojim profesijama nezavisno od svoje sadašnje ili od svoje bivše biografije. Na kraju krajeva jedna od vodećih hiruškinja koje se bave operacijom prilagođavanja roda, Mercy Bowers je bivši muškarac, čika s brkovima. Pominjani Paul Preciado je zaista jedan fantastičan, savremeni mislilac. Jack Halberstam takođe ima drugu biografiju u prošlosti i danas se oni jednostavno, zahvaljujući takvim osobama, sasvim sigurno ne mogu patologizovati i medikalizovati na onaj način na koji je to tradicionalno činjeno od 60 godina na ovamo. Apsolutno pa. Postoji veoma banalna činjenica da uprkos tome što u svom aktivističkom delovanju, kada se zalažemo za prava žena, za prava transseksualnih osoba, za prava gej osoba, za prava bilo koga iz LGBT populacije, mi veštački kreiramo nešto što zovemo zajednicom, što je veoma teško. Ona je zajednica uvek u odnosu na nekakvu realnost većine, ali svi ti pokreti, i to je iskustvo svakoga od nas koje je golim okom veoma, veoma lako primetno, su zapravo duboko konfliktni i uvek je pitanje ostvarenja svojih posebnih prava, uvek se na kraju transformiše u pitanje moći i zapravo uzurpacije nečijih drugih prava. To se najpre desilo sa feministkinjama onog časa kad je feminizam postigao uspehe. Neke druge osobe su došle na red, recimo lezbijke feministkinje koje više ne spadaju u krug normalnih feministkinja. Nakon toga veliki je sukob bio između, i danas se vraća u paroksističkom obliku, između militantnih feministkinja i, kao što ste rekli, trans
feminističkog pokreta, ali imajmo također u vidu da i u okviru samog trans pokreta postoji izuzetno duboko neslaganje koje vodi poreklo od 80. godina, naročito u Sjedinjenim državama, između legitimiteta transrodnih osoba koje nisu osporavale u toj meri ni straight osobe, niti feministkinje recimo, niti militantne feministkinje, već su osporavali upravo oni operisani nove osobe, smatrajući sve transrodne koji ne žele nikakvu promenu na svom telu ili žele samo delimičnu promenu i koje zapravo jedine i ruše binarni koncept i dihotomni koncept pola i roda, da su u krugu zajednice nailazile na najveći otpor. To je svakako i danas veoma prisutno i mi se zapravo bavimo jednom nerešivom kontradikcijom da smatramo međusobno najsuprotstavljenije kategorije ljudskih bića delom zajednice, što jednostavno ili je zabluda ili je neka vrsta licemerstva. Transrodne osobe definitivno pokušavaju da sruše binarni koncept pola i roda, transseksualne osobe ga ugroze pa ga onda vrate u još učvršćenijem i stabilnijem obliku. Ako biste još to prokomentarisali. Moi, je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas unifier cette catégorie de transgenre, qu'il y a énormément d'expériences et que, comme vous dites, elles sont toutes très compliquées. Ce qui me paraît, moi, difficile, c'est toutes les situations d'enfants intersexes où on impose aux enfants, à ces enfants-là, d'avoir un sexe ou l'autre, d'avoir un genre ou l'autre. Je dirais que pour moi, on devrait pouvoir choisir, c'est-à-dire le sujet qui souffre de dystrophie devrait pouvoir choisir à un moment où il est responsable, dans quel sens il veut aller. Je trouve que ce qui me pose problème, moi, dans la normativité du trans, la normativité médicale, hein, c'est quand on décide à la place des sujets. Ça, je trouve ça extrêmement dommage et je pense que c'est quelque chose qui devrait être davantage encadré. En dehors de ça, bien sûr que une fois la chose faite, hein, une fois qu'on est dans les communautés transgenres, etc., bien sûr que tout peut être reconstitué. C'est-à-dire, il peut y avoir des transgenres dominateurs, il peut y avoir des transgenres phallocentriques, il peut y avoir... Mais ça, à la limite, je dirais qu'il n'y a pas de raison que les non-binaires échappent aux catégories sociales et politiques que nous connaissons et qui sont valables pour tous les cercles d'individus. Moi, encore une fois, ce qui est important pour moi, c'est ce que vous avez dit sur les parcours de vie, à quel point c'est compliqué pour chacun d'entre eux. Et en ce sens, on devrait pouvoir permettre à ces sujets-là de choisir, enfin de ne pas leur imposer voilà, quelque chose à la naissance. Ça, je pense que ça, c'est très important. Parce que je crois que ça peut avoir des conséquences désastreuses après sur les comportements et la façon de s'identifier. Je pense que quelqu'un qui a très bien parlé de ces problèmes-là, c'est le cinéaste Almodovar, qui est vraiment, je crois, a eu le génie de ce genre de problème. À quel point il arrive à montrer que dans les communautés trans, il y a toutes sortes d'individus. Hein, il y a toutes sortes d'individus. Dominateurs, non dominateurs, et que tout ça, ce sont des parcours très singuliers, et que le pire, c'est la violence qu'ils subissent quand on leur impose quelque chose. Voilà ce que je vous répondrai immédiatement. Evo, možda da sad s naše strane, ja ću postaviti zadnje pitanje. Čini mi se formula sa kojom završavaš knjigu, kažeš to što mene zanima, to nije pozicija koja želi dominaciju, to nije pozicija koja govori iz moći, to nije znači pozicija znači to nije govor iz pozicije ili mišljenje iz pozicije moći, već to što mene zanima, to je odnos prema moći. I onda negdje na samome kraju knjige kažeš taj moj odnos, znači taj odnos prema moći, to je odnos indiferencije.
Sad ono što je zanimljivo, ta indiferencija, moglo bi se činiti da je ona uobičajeno indiferencija fatalistička, jer ako ništa nije važno ili ako ništa nije vrijedno, onda možemo biti indiferentni. Ta indiferencija može biti cinična ponovo. Ali ono što mi se čini, ono što je jako interesantno, da taj tvoj koncept indiferencije, kao što kažeš, ona u sebi nosi memoriju, ona u sebi nosi sjećanje na tu dugu povijest dominacije i počinjavanja. I to mislim da je to jedna iznimna stvar. Znači, takav jedan koncept indiferencije ponovo, koji nije niti ciničan, niti fatalističan, već zapravo unosi tu jednu dugu povijest i jedno prisjećanje na dominaciju i na nasilje dominacije. Oui, merci beaucoup. C'est une très belle question. Indifférence au pouvoir, au sens où je suis indifférente au fait d'occuper des positions de pouvoir. Je n'ai jamais été intéressée en tant qu'universitaire par alors occuper, devenir directrice de ça. Alors ça, ce genre de choses m'a toujours été extrêmement étranger. Et là où tu as complètement raison, c'est de dire que, en fait, cette indifférence au pouvoir, c'est un vieux concept. Et effectivement, c'est un vieux concept parce qu'il est au cœur de la sagesse antique. Hein. Ça peut être l'ataraxie chez les épicuriens, ça peut être effectivement cette indifférence cynique dont tu parlais, Foucault a beaucoup parlé de ça, ça peut être cette sagesse tout simplement dont Platon a parlé, à savoir, et c'est ça qui est difficile à penser, l'indifférence par rapport au pouvoir et en même temps, croire en la force de la parole sur l'indifférence au pouvoir, c'est-à-dire quand même parler à d'autres. Hein, et dans ce geste-là, il y a toujours du pouvoir, puisque au fond, je publie des livres, ils sont traduits, etc. Donc il y a toujours une forme de pouvoir qui est un pouvoir symbolique. Mais c'est un pouvoir qui n'occupe pas de poste. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, je crois que c'est ce que disait déjà Socrate, à savoir le pouvoir de la persuasion contre le pouvoir de la position. Hvala. Pa evo možda da sad evo s naše strane voditelja Peđine i moje, da možda završimo. Ne znam da li možemo vidjeti tehnički... Imam ja jedno pitanje. Imamo pitanje, evo, Aleksandra, izvoli. Vratila bih se na ovo prethodni odgovor. Zapravo, kako izbeći to nametanje o kome ste pričali, ako je preporučljivo da se pol menja u jako ranom detinjstvu, pa kako te dve stvari pomiriti? Prosto, da li je dete od 9 godina sposobno da donosi odluku o promeni pola, imajući u vidu da je u tom trenutku to najbolje uraditi? Alors là, je suis pas spécialiste de la question, donc mais j'ai vu un film récemment, c'est un film français qui s'appelle Petite fille, sur un enfant, un garçon à la naissance, qui, d'entrée de jeu, enfin très très tôt, se sent fille. Et qui, effectivement, à un moment, se voit proposer, il a à peu près 9 ans, se voit proposer une prise d'hormones pour devenir vraiment une fille. Donc oui, il est possible à un certain moment, c'est pas de donner le choix, c'est peut-être une expression qui est qui est trop brutale, mais en tout cas d'écouter une certaine sensibilité des enfants et que plutôt que de leur imposer une chirurgie à la naissance pratiquement, de laisser se développer une certaine expérience du monde, car nécessairement, la parole va sortir. Je veux dire que nécessairement, l'enfant va, à un moment, demander, exprimer en tout cas son malaise d'être dans un corps qu'il ne reconnaît pas. Donc, ce n'est pas une question de choix, je me suis mal exprimée, c'est une question d'expérience de vie.
qu'il ne faut pas, je pense, forcer. Je crois que là, j'ai une question sur... mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il y a une question sur le chat. Pročitajte pitanje na srpskom. A ništa, bilo je samo više meta komentar da smo se možda malo udaljili od teme klitorisa, sad kad smo govorili o odnosu feminizma i transfeminizma. Oui. Da, možda, mislim, moramo naglasiti da je ova knjiga koju, evo, za par dana će onda će se moći nabaviti u Beogradu i Zagrebu pa i šire, da je to suptilna knjiga i poglavlja sigurno primjerice o Lucie Irigaray ili o Simone de Beauvoir, ali vjerojatno taj poglavlje o Lucie Irigaray je jako kompleksno, jako suptilno, kao i, čini mi se, i krajnja argumentacija Catherine Malabou, posebno što se tiče ovoga pitanja koje smo sad tako istakli, recimo odnosa između feminizma i transfeminizma. Tako da sad, da smo uživo u fizičkom prostoru, bilo bi to sigurno lakše možda klarificirati, ali evo, mislim da ćemo morati pričekati i za neke od vas, da ćemo morati pričekati, mislim da vidite knjigu, mislim da držite u rukama. Čini mi se da posebno pri kraju knjige Catherine, kad govori o Federici Preciado ili o Jacku Halberstamu, da je tu i nama koji smo prevodili ili redigirali prevod bilo teško, mislim, da budemo stvarno precizni i da pokušamo što bolje ili vjernije prenijeti što nam se učinilo da Catherine Malabou argumentira. Mogu samo još jedan komentarčić vezan za ovo. Petar je sada pomenuo Lucie Irigaray i Simone de Beauvoir. Tamo je pomenuto još nekoliko izuzetno važnih autora i autorki, zapravo prvo autorki pa potom muških autora koji pokazuju, odnosno to su primjeri na kojima Catherine Malabou pokazuje da istinski vredni autori nisu zastareli. Ono što može da bude zastarelo, to su epigoni i interpretatori. Sve velike karijere, a ja smatram da je karijera Catherine Malabou velika i zadivljujuća, zapravo su veliki upravo zbog toga što prepoznaju ono u starim autorima, klasičnim autorima, zaboravljenim i zastarelim, one aspekte koje većina nas ne vidi na prvi pogled, ali kad nam ih neko raskrili, onda priča postaje potpuno drugačija. Poglavlje o Silviji Federici također je divno poglavlje. Poglavlje o mnogim autorima koji nisu prisutni u knjizi također bi bila divna poglavlja i meni je, izvinjavam se, i meni je žao što trenutno ne postoji pred nama sve ono što će Catherine možda napisati na istom tragu u budućnosti. Još jednom zaista hvala vam na ovoj predivnoj knjizi i ako smijem da pitam, ja volim da gledam bibliografije i nove časopise, do sada izuzev žurnalističkih, odnosno novinarskih osvrta na vašu knjigu i razgovora intervjua koje ste tom prilikom dali, nisam naišao ni na jedan validan prikaz ni u jednom od akademskih časopisa, čak ni u onima u kojima ste vi saradnici. Da li je to moj propust ili se zaista još uvek nije rasplamsala polemika ili delo još nije naišlo na odgovarajuću recepciju? Alors, il y a eu, merci beaucoup en tout cas pour votre commentaire très très généreux que je ne mérite certainement pas, mais bon,
En tout cas, il y a eu beaucoup de choses en France dans les journaux, effectivement. Les journaux, les radios, mais pas dans les journaux académiques, pas dans les revues. Non. Je pense que ça tient au sujet. Je pense que ça tient au sujet qui reste malgré tout un peu, on dit en français, sulfureux, un peu difficile à traiter dans un journal académique. Je crois que c'est à cause de ça. Maintenant, il faut attendre la traduction anglaise parce que je pense qu'aux États-Unis ou en Angleterre, ce sont des sujets qui sont tellement plus banals qu'on peut avoir des comptes rendus dans une revue philosophique. En France, c'est encore un peu, touchy. En tout cas, merci infiniment. J'étais absolument heureuse de cette rencontre et j'aimerais beaucoup être avec vous là, mais vraiment beaucoup. Et à Zagreb et à Belgrade en même temps. Et je vous remercie. Hvala vama, Katrin. Možda, Aleksandra, hoćeš ti možda završiti pa da najavimo i knjigu i da s time završimo već za večeras. Da, pa htjela bih da se zahvalim svim učesnicima, posebno Katrin, i željno očekujemo sad to novo kapitalno delo. Tako da do sada u maju će se pojaviti knjiga, tako da će ljudi imati prilike možda da organizujemo nakon što ljudi malo pročitaju i prelistaju knjigu, da onda organizujemo još jedan razgovor pa će onda publika isto biti verovatno malo uključenija sa nekim pitanjima. Hvala svima, pa do skoro.